pas de crise libyenne, dans le sens que aucun événement en Libye n'a provoqué de troubles à l'intérieur. Ce qui s'est passé est très différent, c'est ce qu'on est dans le cadre d'un conflit très classique, le remodelage de l'Afrique du Nord, qui fait suite et prolonge le remodelage du Grand Moyen-Orient, et l'entrée de l'Africom dans le continent noir. Donc cette guerre aurait eu lieu, quel que soit le régime en place à Tripoli, quelle que soit la politique mise en œuvre par ce régime. L'idée de cette guerre a été arrêtée lors d'une réunion qui s'est tenue à Camp David le 15 septembre 2001, telle que l'a rapporté le général Wesley Clark, ancien commandeur de l'OTAN, et telle que l'a raconté partiellement Bob Woodward dans son livre Bush at War. Donc il était prévu dans une première phase d'attaquer l'Afghanistan et l'Irak, éventuellement l'Iran, dans une deuxième phase d'attaquer la Libye et la Syrie, et dans une troisième phase qui nous occupera dans quelques années, d'attaquer la Somalie et le Soudan. Donc nous en sommes à la période Libye-Syrie, et pour essayer d'empêcher cet événement, le gouvernement libyen, juste après, dans les années 2002-2003, a essayé de négocier avec les États-Unis la liquidation de tous les contentieux qui existaient. Ça s'est fait dans des conditions parfois très désavantageuses pour la Libye, comme par exemple dans l'affaire de Lockerbie, où la Libye est accusée mensongèrement d'être responsable de ça, où le mensonge a été établi par un très grand nombre d'acteurs, y compris par le chef de la police écossaise. Mais pour fermer le dossier, la Libye a néanmoins indemnisé les victimes, et de cette manière, on a fermé un à un tous les sujets de contentieux. Cependant, les États-Unis, eux, n'ont pas abandonné leur projet, puisque ce projet n'était pas lié au contentieux. Donc ce projet, ça s'est développé autour de la création, dès 2005, dans une conférence à Londres, de ce que nous connaissons maintenant sous le titre de Conseil national de transition, mais qui était déjà un gouvernement provisoire mis en place à ce moment-là. Et puis ils ont utilisé l'ouverture économique, qui a suivi la normalisation des relations diplomatiques, pour infiltrer leurs agents ici, ou pour recruter dans la haute administration des agents pour eux. Ensuite, il y a eu donc, ces événements à Benghazi, qui sont une fabrication pure et simple. Il n'y a jamais eu les massacres dont on parle, mais il y a eu des gens qui ont été tués au cours de plusieurs manifestations successives, avec des tireurs postés sur les toits, qui tiraient à la fois sur la foule et sur les policiers pour provoquer le chaos. Ceci suivi par des actes d'agression par des bandes armées qu'on avait amenées sur place, et qui ont attaqué au même moment, dans plusieurs villes de l'Est, des casernes pour s'emparer des arsenaux et disposer d'armes lourdes dans un processus d'insurrection, avec l'appui de groupes tout à fait fanatisés, habituellement étiquetés Al-Qaïda, enfin pas les groupes, les individus sont étiquetés Al-Qaïda, et qui ont créé des émirats islamiques dans certaines localités. Donc c'est là-dessus que l'OTAN s'est appuyée pour sa mise en scène d'opérations humanitaires pour quelque chose qui est juste donc une guerre coloniale classique. Au niveau de la réaction de la Libye, on a pu constater d'abord que Mouammar Kadhafi se préparait à cette guerre depuis un certain temps, et on peut même penser que les derniers événements, il les a laissés faire en pleine connaissance de cause, dans la mesure où il préférait que ça se passe comme ça pour pouvoir y voir plus clair dans les loyaux et les traîtres dans son administration. Le colonel Kadhafi est le chef des armées dans ce pays. Alors il n'a pas du tout d'autorité militaire sur pour déterminer la stratégie, tout ça, mais il est comme le président de la République en France, chef des armées, c'est-à-dire qu'il procède aux nominations dans les armées de manière à éviter un coup d'État militaire. Alors, donc nous ne savons pas qui a
qui a déterminé la stratégie militaire à l'intérieur de l'état-major. En tout cas, cette stratégie, elle se conçoit comme une esquive permanente. Jamais l'armée libyenne ne s'est trouvée confrontée réellement aux forces de l'OTAN. Au cours de 5 mois, elle est tout à fait insaisissable. Et dans le même temps, le colonel Kadhafi, qui est le guide du pays, c'est-à-dire quelqu'un qui a une autorité morale extraordinaire, mais qui n'a pas d'autorité de pouvoir exécutif. Donc il a essayé de recréer l'unité du pays autour de lui. Il y est parfaitement arrivé. Les différentes tribus qui lui étaient opposées jusque-là se sont ralliées à lui pour lutter contre l'envahisseur extérieur, si bien qu'aujourd'hui il dispose d'un soutien populaire qui doit être entre 90 et 95%. Alors c'est une situation exceptionnelle qui est due à la guerre, on est d'accord, mais toute personne qui est attachée à la démocratie doit tenir compte de ceci, puisque c'est la volonté du peuple libyen, c'est de se retrouver aujourd'hui derrière Mouammar Kadhafi. Et du côté de l'OTAN, on voit la perplexité. Parce que pendant très longtemps, on nous a expliqué que la Libye, c'était une démocratie participative, populaire, directe. Mais personne n'y croyait. Ça paraît difficile qu'un grand pays moderne puisse être administré de cette manière. Et donc tout le monde pensait, en tout cas en Occident, qu'il existait derrière cette apparence de démocratie directe un pouvoir de fer qui faisait que les choses pouvaient se développer normalement. Or, nous constatons, au bout de 5 mois de bombardement, pour moi c'est la première leçon politique de la chose, au bout de 5 mois de bombardement, on constate que non, c'était vrai. La Libye est bien une démocratie participative. Et les États-Unis ont beau bombarder ici et là, ils n'ont aucune tête à couper. Il n'y a pas de tête dans ce système. Donc ces bombardements sont totalement vains, d'où une sorte de fixation sur l'unique personnage de Mouammar Kadhafi. Une fixation d'ailleurs qui en dit long sur la volonté des Occidentaux, parce que là, ça n'est pas quelqu'un qui exerce un pouvoir exécutif qu'on veut tuer, mais c'est quelqu'un qui incarne le principe d'autorité. Donc ce qu'on veut mettre en cause, c'est l'organisation sociale. Ce qu'on voudrait, c'est tuer quelqu'un pour ouvrir la voie au démembrement de la société elle-même, à son délitement, à son irakisation, le chaos subi. Quel va être l'avenir de cette guerre ? On voit qu'il n'y a pas de solution sur le plan militaire. Et donc chacun essaye de jouer la montre. Alors les États-Unis pensent que la population libyenne va se fatiguer de cette guerre et va finir par se révolter contre ses dirigeants et contre sa figure tutélaire qui est Mouammar Kadhafi. Donc ça amenait l'OTAN à changer même sa technique de bombardement. Aujourd'hui, il ne s'agit plus du tout de protéger les populations civiles, mais de faire exactement le contraire, de manière très explicite. Il s'agit de rendre la vie impossible aux populations civiles. Donc de couper l'électricité, de couper l'eau, de couper l'approvisionnement alimentaire, pour que les gens de désespoir se révoltent et renversent eux-mêmes ce régime que l'OTAN n'est pas capable de renverser. Du côté des Libyens, on a fait le choix de refuser des offres de cessez-le-feu qui ont été faites au cours des dernières semaines, mais qui supposaient la partition du pays, d'accepter une guerre plus longue pour garantir l'intégrité territoriale de la Libye, et d'utiliser le temps qui reste pour récupérer politiquement les gens qui sont encore engagés autour du Conseil de Benghazi. Mais il n'y en a plus beaucoup en fait. L'essentiel de la population de Cyrénaïque a quitté les zones libérées par l'OTAN. Elle les a quittées non pas pendant la période de trouble, elle les a quittées une fois que ces zones ont été libérées par l'OTAN, parce que dès qu'elles sont libérées par l'OTAN, s'installe à l'intérieur
des pouvoirs très particuliers, bon, les gens d'Al-Qaïda qui ont essayé d'installer des émirats à différents endroits, ou des seigneurs de la guerre qui font un peu n'importe quoi. Donc déjà la première chose, la sécurité minimale des gens n'est pas assurée, on se bat dans la rue, on tue, on viole, on fait n'importe quoi. Donc les gens fuient cette situation que l'OTAN maintient par elle-même, donc là encore en violation de ses obligations de protection des civils, c'est exactement l'inverse que fait l'OTAN. Donc, tout le monde jouant la montre, on ne sait pas qui va triompher, mais on peut penser que l'épuisement militaire des Alliés eux-mêmes va sonner le gong, la fin de cette partie, qu'à ce moment-là, il faudra trouver une justification, peut-être au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale des Nations Unies pour suspendre les bombardements, et que les États-Unis se réserveront pour la suite une seconde manche en essayant peut-être d'organiser une révolution colorée à défaut d'avoir réussi cette insurrection colorée.